Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Je suis ravi de vous retrouver pour le premier live de l'année. Cette année, on a décidé de s'intéresser à l'engagement des entreprises, l'engagement des marques. Et donc, moi, je suis très, très content de faire ce premier live avec mes invités du jour, qui sont co-auteurs du rapport Panorama 2022 sur les fondations et les pardon, excusez-moi, et les fonds de dotation. Voilà, je vais y arriver. Je suis ravi d'accueillir avec nous aujourd'hui Kathleen MacLeod, pas Kathleen MacLeod Trébeau, pardon, excusez-moi. Vous êtes avocate, directrice associée économie sociale et solidaire chez EY Avocat. Vous êtes administratrice de la Fondation EY et membre du Haut Conseil à la vie associative. Bonjour Kathleen. Bonjour Gilles, merci de m'accueillir. Donc, Nicolas Mitton, vous êtes responsable juridique et affaires publiques au Centre français des fonds des fonds et fondations, pardon, excusez-moi. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour l'invitation. Juste, le Centre français des fonds et fondations, c'est, vous allez me dire, je parle sous votre contrôle, c'est aujourd'hui 500 membres et vous représentez à peu près 50% du poids économique du secteur, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On est une fédération professionnelle qui représente et fédère en France l'écosystème fondation et fonds de dotation. Une des familles de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Et donc, Vincent Page, vous êtes directeur de l'innovation sociale au sein du réseau Les entreprises pour la cité. Bonjour Vincent. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et donc, votre réseau accompagne les entreprises, donc grandes entreprises, ETI, PME, sur 3 thématiques de la RSE, donc emploi et diversité, mécénat et égalité des chances et inclusion numérique. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Ok, donc on va parler du rapport que vous avez publié en fin d'année dernière, et on va vous mettre d'ailleurs le lien donc dans le live. Panorama des fondations et fonds de dotation. Donc, Panorama 2022, c'est le 5e rapport que vous publiez, le 5e en 10 ans. Donc c'est un rapport qui revient aussi sur les 10 dernières années, ce qui s'est passé dans l'univers du mécénat d'entreprise. Et on va commencer avec vous, Kathleen. Pour fixer un petit peu les termes du débat, d'abord, qu'est-ce qu'on met derrière le mot mécénat, d'une part, premièrement, et puis on va parler des fondations et des fonds de dotation. Quels sont ces outils? Alors, en quelques mots, pour qu'on fixe un petit peu les termes. Tout à fait. Dans vos propos introductifs, donc, vous avez utilisé un vocable qui est vraiment caractéristique donc, de tout notre travail, c'est l'engagement. Et donc, finalement, le mécénat, c'est une facette aujourd'hui de l'engagement de l'entreprise. Et c'est important de revenir effectivement sur ce terme et ce qu'il implique, puisque comme on a différentes facettes à cet engagement, qu'on peut tout à fait articuler ensemble, il faut être assez clair sur ce qu'est le mécénat aujourd'hui. Donc, c'est un régime fiscal de faveur qui est défini par le Code général des impôts, plus précisément à l'article 238 bis pour les puristes, et qui permet donc à une entreprise aujourd'hui qui souhaite soutenir une structure d'intérêt général de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors cette réduction d'impôt jusqu'à 2 millions d'euros, elle est de 60%. Elle descend au-delà de 2 millions d'euros à 40%. Cette réduction, elle se fait dans la limite de 20 000 euros ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise lorsque le montant est plus élevé. Et ce dispositif, en fait, il est incitatif aussi pour que les petites et les moyennes entreprises et les toutes petites entreprises, donc les PME, les TPE, puissent aussi s'inscrire dans ce régime de faveur du mécénat et que ça ne soit pas uniquement quelque part la panacée des grandes entreprises ou des ETI. Il y a plusieurs formes à ce mécénat. On peut donner en numéraire, c'est du mécénat financier. On a aussi du mécénat extra-financier où on va pouvoir faire des dons de compétences. Donc, ça peut prendre différentes formes. Et donc, effectivement, vous parliez des structures dédiées. Quand une entreprise a envie de s'investir, de se lancer dans cette aventure du mécénat, elle peut le faire en régie directe, c'est-à-dire qu'elle va choisir des structures éligibles et elle va les soutenir en direct. Ou elle peut aussi choisir de créer un outil dédié à cette mission d'intérêt général. Et à ce moment-là, on va s'orienter vers des outils tels que le fonds de dotation, tels que la fondation d'entreprise ou bien la fondation sous égide. On va choisir une fondation à utilité publique et on va s'abriter
de cette structure. Et pour les projets avec un degré de maturité un peu plus élevé, on va s'orienter vers une fondation reconnue d'utilité publique. Ok, donc si on est une PME, on n'est pas obligé de monter une fondation, hein. Non, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment une démarche complètement volontaire, hein. Et ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que justement, de plus en plus de petites structures, donc les PME, les TPE, elles s'emparent de ce sujet du mécénat et elles le font aussi justement avec la force du mécénat collectif, en s'appuyant sur la dynamique qui se crée au niveau des territoires, donc pas forcément en ayant nécessairement un outil dédié qu'elles vont créer seules. Il y a parfois plusieurs structures qui s'allient pour créer un outil, ou alors pour se dire on va monter des projets ensemble et on va choisir des structures bénéficiaires qu'on va soutenir. Mais c'est intéressant justement aussi dans les tendances de se dire qu'aujourd'hui, ces actions de mécénat, elles ne sont pas réservées aux grandes entreprises et aux ETI, mais que de plus en plus de petites structures s'intéressent à ce sujet et s'en emparent. Et on va y revenir. Alors, vous évoquiez en fait le cadre juridique, Nicolas. L'origine, enfin ce qui a lancé, je dirais, en tout cas la croissance du mécénat en France, c'est la loi Aillagon en 2003. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour compléter ce que Kathleen a très bien dit, en fait, la fondation ou le fonds de dotation, c'est un peu l'aboutissement ultime pour une entreprise comme pour un particulier, d'ailleurs, d'une démarche de générosité. On peut faire des dons en direct à des associations ou des fondations, mais on peut aussi à un moment donné structurer ça, et c'est à ça que servent ces réceptacles que sont les fondations, fonds de dotation. Alors, fondations, c'est des structures qui sont centenaire, voire pluricentenaire, mais effectivement, il y a eu un coup d'accélération au moment de ce qu'on appelle la loi Aillagon, parce en fait, on est dans un mouvement euh, de désengagement de l'État. En fait, l'État n'a plus les moyens d'assurer tout le rôle qu'il devrait assurer, type aider les gens de la rue, des sujets d'éducation, etc., toutes les causes d'intérêt général qu'on connaît. Donc, on a parfois des coups d'accélérateur, des incitations fortes. La loi Aillagon en a fait partie à l'époque, mais on est dans si vous voulez, ce que je dirais, un mouvement de balancier perpétuel entre une incitation forte et puis ensuite le cycle arrive à son terme et on va voir parfois des mouvements de recul, mais en tout cas, la création des dispositifs d'incitation fiscale qu'a évoqué Kathleen, ça a fait partie et c'est le fondement un peu de l'incitation publique au mécénat, donc à une forme de délégation au secteur privé des actions d'intérêt général qui théoriquement devraient être assumées par l'État. Maintenant, c'est pas forcément, il faut pas voir ça comme quelque chose de concurrentiel, c'est plus quelque chose qui se fait en partenariat, en bonne intelligence et en coordination. L'action des fondations, des fonds de dotation, des associations aussi, enfin de l'économie sociale solidaire, on va dire au sens large, se fait en parallèle de l'action publique et en complément de l'action publique. Ok, alors on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Juste précise, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions donc à mes invités. Je précise aussi une chose, on n'est pas, ceci n'est pas en fait un contenu sponsorisé, pas du tout. On n'en fait pas sur cette chaîne de toute façon. C'est juste que le sujet nous intéresse beaucoup et qu'on voit notamment dans les directions de communication. L'engagement se structurer. D'ailleurs, les directions de communication qui viennent de plus en plus sous les directions de l'engagement. On va revenir sur ce point, même s'il est un petit peu, enfin, il est pas au cœur du rapport que vous avez publié. Voilà. Donc c'était petite précision. Vincent, est-ce qu'il y a un profil type de l'entreprise mécène? Alors, profil type, je dirais, comme vous l'avez pu l'entendre, et je pense qu'on l'a un peu tous en tête, c'est quoi? On imagine le mécénat plutôt, c'est réservé aux grands groupes. Voilà, il y a peut-être cette question du véhicule philanthropique qui demande des moyens, une vision sur le long terme d'engagement, ce qui fait qu'on a longtemps pensé que c'était certains grands groupes qui allaient sur ce domaine, mais déjà, avec ce qui a pu être dit par Kathleen et Nicolas, on a déjà compris qu'en fait, tout type d'entreprise, notamment au niveau de sa taille, vraiment se lance dans des démarches de mécénat. Ce qui plus motive, et j'ai envie de dire, et c'est là où l'élément fédérateur, c'est essayer de trouver des valeurs communes entre l'entreprise et ses actions de mécénat. Et c'est là où je trouve que, on va dire, le dénominateur commun,
c'est généralement des entreprises qui ont vraiment envie d'être ce qu'on appelle chez LEPC des actrices d'une cité durable et inclusive. On a vraiment cette vocation, cette ambition de ces entreprises, on le voit au quotidien, de se dire, mais voilà, en fait, on a pour des enjeux après qu'on abordera pourquoi le faire, mais c'est surtout déjà qu'est-ce qu'on doit faire et comment on s'intègre au sein de ces actions qui permettent de soutenir des acteurs de l'intérêt général. Et après, ça amènera de savoir quelle stratégie de mécénat on met en place. Et ça, je pense qu'on va prendre le temps d'en discuter. Mais déjà, effectivement, je crois qu'on peut dire que c'est la motivation et les ambitions très fortes qui est le dénominateur commun avant Et on tout. va revenir sur les aspects stratégiques liés au mécénat, parce que honnêtement, ça fait partie des sujets qui m'ont beaucoup intéressé en fait à la lecture de ce rapport. Juste une question, peut-être pour vous, Vincent. On lit dans votre rapport que donc les champs en fait d'engagement prioritaire pour ces structures en fait qui accompagnent le mécénat, c'est l'action sociale à 75%, l'éducation à 63%, l'insertion professionnelle à 57%. Moi, j'étais un petit peu surpris de voir que les sujets environnementaux, par exemple, dont évidemment on parle beaucoup ces dernières années et d'autant plus en fait, on a parlé beaucoup en 2022, n'étaient pas tout à fait en tête de liste. Alors ça, c'est peut-être appelé à changer, mais regardez là, je partage, hein, bam. Voilà, on voit Non, mais bien, l'environnement est quasiment dans les derniers sujets. alors, Ouais. il faut le lire un petit peu effectivement sur le fait que il y a de toute façon une action qui est à destination de public aussi sur l'action sociale, l'éducation et l'insertion professionnelle, qui est vraiment un peu aussi un souhait d'apporter une aide à des publics qui sont dans des situations de difficulté. Il faut déjà prendre l'élément que c'est des données qui ont été collectées pendant le Covid. Donc ça, enfin, pendant toute la période, enfin voilà, de difficultés sanitaires qu'on a rencontrées, et il y a quand même eu déjà Oui, certains en 2020 besoins. essentiellement, hein, c'est ça que vous avez, enfin, c'est en 2021 que vous avez Ouais, collecté. D'accord. exactement. Voilà, d'accord. Donc de ce fait, il y a quand même un petit peu une interprétation qui doit se faire avec voilà, la situation dans laquelle on était. Après, par ailleurs, l'environnement, c'est quelque chose qui, de toute façon, est abordé par l'ensemble des entreprises mécènes maintenant. C'est peut-être pas forcément leur majeur, entre guillemets, si je peux tenter que je puisse dire leur majeur ou leur champ d'action principal, mais toutes ont vraiment envie d'y aller. Et c'est par exemple une fondation d'entreprise qui est plutôt sur des enjeux de soutien des femmes dans des situations de détresse, qui va rajouter un programme sur les femmes et l'environnement. Enfin voilà, il y a pas forcément en termes de déclaratif de dire moi je suis spécialisé uniquement sur l'environnement, mais par contre la tendance c'est de dire moi j'ai un champ d'action qui peut être effectivement sur l'action sociale ou sur l'éducation, et l'environnement est incontournable à aborder sur ces thématiques, et de ce fait je vais un petit peu dans une question d'un appel à projet ou orienter un petit peu les projets soutenus pour s'assurer que la thématique de l'environnement soit par ailleurs pris en compte. Et si je peux rebondir, parce qu'il faut avoir aussi un petit Bien sûr. éclairage historique sur la question que vous posez, qui est très intéressante. En fait, traditionnellement, comme j'ai dit, les fondations, c'est un secteur qui est né à la base, on va dire, des hospices ou d'un fondement religieux. Donc, on était plus traditionnellement sur des actions liées à la santé, la pauvreté, l'éducation, et chaque structure fonctionnait très en silo sur sa ligne d'action. Et encore aujourd'hui, les fondateurs déterminent la ligne d'action des structures parce que c'est des causes qui les touchent. Ça peut être des gens qui ont eu un enfant malade, des choses comme ça. Euh, voilà. Et traditionnellement, donc, effectivement, l'environnement n'était pas forcément une des causes adressées par le secteur. C'est quelque chose qui est en forte croissance. Et de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que il se crée des fondations dédiées à l'environnement, mais également les structures essayent d'injecter des bonnes pratiques environnementales dans leurs actions et leurs pratiques, même si c'est pas leur ligne directrice.
Et au CFF, on a créé en 2020 ce qu'on appelle la Coalition française des fondations pour le climat, où on essaye d'accompagner ce mouvement, et c'est quelque chose qui prend très très fort. Cette coalition, c'est un mouvement européen, mais la coalition française est un peu le fer de lance en Europe de ce mouvement-là. Alors, on a Marie qui nous pose une question. Alors, je ne sais pas pourquoi l'application ne reprend pas le prénom de Marie. Je suis désolé, Marie. Mais voilà, qui nous demande, qui nous dit effectivement des structures autres que des associations agissent pour l'intérêt général. Y a-t-il des fondations, des fautes de dotation, pardon, qui acceptent de soutenir des initiatives innovantes portées par ces structures-là, c'est-à-dire des structures qui ne sont pas des associations? Vous y répondez un peu dans votre rapport, mais je vous laisse. Qui veut répondre à cette question? Je veux bien prendre Kathleen, je te laisse. la main, oui. En fait, c'est vrai que ce qui peut paraître un peu frustrant pour nous tous, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette notion d'intérêt général et donc la connexion avec le régime de faveur du mécénat, c'est l'administration fiscale, en fait, qui nous donne le là. Et en fait, ce qu'on pourrait, c'est vrai, penser comme de l'intérêt général parce qu'on va être sur de l'entrepreneuriat social, sur des entreprises labellisées ESUS, enfin vraiment des structures aujourd'hui qui sont des structures de la mouvance ESS, mais qui restent, en tout cas du strict point de vue juridique, en la forme des structures de nature commerciale, font qu'en fait, cette mécanique-là fait que ces structures, elles ne sont pas éligibles, en tout cas, aux soutiens qui sont issus de ce régime de faveur du mécénat. Donc aujourd'hui, ces structures ne sont pas d'intérêt général au sens fiscal du terme. Et j'insiste parce que c'est vrai que c'est la frustration fiscale, mais c'est ainsi. La frustration fiscale, j'aime beaucoup. Et malgré tout... C'est la définition du don. Hein. En fait, le sujet, c'est la définition du don. C'est ce qu'on rentre dans l'assiette du mécénat, en fait. Hein. On parle là de structures éligibles, en fait. Il faut que ces structures soient d'intérêt général. Et parmi, finalement, la définition comme critère, on a le fait d'avoir une gestion désintéressée. C'est une des pierres angulaires de l'édifice, hein, malgré tout. C'est ce qui permet aussi de se repérer. Et c'est perturbant parce que c'est vrai, et je comprends Marie, qu'on a aussi cette volonté finalement de s'orienter vers ces structures, vers ces nouveaux acteurs. Et d'ailleurs, en fait, les partenaires, fondations, associations cherchent à être plus impactants. Et parfois, justement, ces structures de l'entrepreneuriat social notamment, elles répondent à des problématiques, à des contraintes. Et donc, les acteurs aussi ont cette volonté de pouvoir les aider. Mais en tout cas, on a cette difficulté, cette contrainte et cette zone de risque, du coup, potentiellement pour les structures, même s'il y a une volonté, en tout cas, et sachez aussi des réflexions, notamment dans le cadre du Conseil à la vie associative. Enfin, c'est des sujets sur lesquels on travaille, on s'en empare, avec évidemment aussi des acteurs comme LEPC, le CFF, pour réfléchir à comment peut-être faire évoluer les choses. Mais aujourd'hui, le régime de faveur du mécénat, c'est fiscal, donc on a des repères qui sont assez stricts, assez contraints. Donc Marie, il faut suivre les évolutions de la fiscalité et effectivement des structures qui vont être prises en charge, enfin, qui vont être éligibles à ce type de dispositif. Et ça va très loin, si je peux me permettre, puisque même des coopératives, on a eu le cas, le Conseil d'État a tranché l'année dernière, ou il y a 2 ans, une coopérative qui avait inscrit dans ses statuts un principe de non-lucrativité n'est pas éligible au régime fiscal du mécénat, donc ne peut pas recevoir du don. Voilà. Alors même que les coopératives sont aussi une des familles de l'ESS. Donc, il faut vraiment analyser la situation avant de se lancer. Et toute association n'est pas d'intérêt général, c'est aussi un réflexe ancré qui peut être trompeur. Alors, on va parler je dirais de l'organisation et des aspects un petit peu stratégiques en fait de ces fondations, de ces fonds de dotation. Dans votre rapport, vous évoquez effectivement ce chiffre de 58% des structures qui sont désormais rattachées directement à la présidence, à la direction générale de l'entreprise. Ce n'était pas le cas avant. Si on regarde en fait en 2020, c'était 37% de ces structures. Et en 2018, 22%. Donc, on est passé de 22% à 58% de ces structures qui sont directement désormais rattachées à la direction générale. Ça veut dire quelque chose. Peut-être Kathleen pouvait peut-être nous expliquer un petit peu comment vous avez analysé ce chiffre-là.
Oui, en fait, ça marque vraiment la volonté de placer le mécénat au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est vrai que ce chiffre, c'est un des marqueurs de cette volonté de placer le mécénat au cœur de la stratégie de l'entreprise. Il y en a d'autres. On voit aussi que l'objet social des fonds et fondations qui se créent est de plus en plus connecté au cœur d'activité de l'entreprise. On voit qu'aujourd'hui, c'est 68% des répondants qui ont fait ce choix. Donc, ça illustre aussi justement ce repositionnement à un niveau de la stratégie de l'entreprise du mécénat. C'est le cas aussi en termes de critères de justement cette capacité aussi à se servir de ces outils pour innover et expérimenter. C'est ce que nous disent pareil notre panel de répondants à hauteur de 71%. Donc, on voit effectivement qu'on est dans une dynamique qui est aussi impulsée par les attentes de la société civile, parce qu'elles sont très fortes vis-à-vis des entreprises. Elles ont été exacerbées par la crise sanitaire. On a aussi un contexte législatif réglementaire qui pousse aussi les entreprises à axer leur stratégie de plus en plus vers le bien commun. On a plus récemment la loi Pacte, notamment avec la notion de raison d'être, le statut de société à mission. Donc finalement, en fait, toutes ces petites facettes de l'engagement, on parlait d'engagement au sens large, font que finalement l'entreprise, elle raisonne, elle réfléchit différemment. Et au lieu de raisonner par silo, la RSE, le mécénat, la loi Pacte, en fait, on essaye d'avoir cette vision justement plus haute en termes de stratégie et avec cette volonté derrière, finalement, d'être plus impactant parce que quelque part, toutes ces facettes de l'engagement, elles n'ont aussi qu'une finalité, c'est être plus impactant et permettre de démontrer en quoi justement l'entreprise, elle est une force pour le bien commun. Donc c'est ce repositionnement un peu aussi de l'entreprise au sein de la société civile. Placer l'entreprise du côté des solutions. Vincent, justement, alors vous accompagnez donc les entreprises qui mettent en place des stratégies des politiques de mécénat, etc. Quels sont vos interlocuteurs au sein des entreprises? Alors, avec qui vous discutez? Qui lance le projet et puis avec qui vous discutez? Il faut voir effectivement, on va dire, ça va recouper un petit peu ce qui a été dit. C'est est-ce que certains ont décidé de le faire de ce qu'on va appeler en régie directe ou non? Et donc, est-ce que si on a une fondation d'entreprise qui a été créée de fait, quand on parle mécénat, bon, l'interlocuteur principal, c'est le délégué général de la fondation. Mais après, le délégué général de la fondation, certes, c'est une entité à part entière, mais parfois, il y a le DG de la fondation peut avoir aussi la casquette de directeur ou directrice de l'engagement. Donc, on est en fait, comme là, ça vient d'être illustré, on est sur une prise en compte des enjeux de mécénat au même titre que d'autres manières d'agir sur la thématique de l'engagement, voilà, et tout commencer à mettre en place pour qu'on aille, tout le monde aille dans la même direction et pour, on va dire, une vision avec des valeurs communes par l'entreprise. Ce qui fait que typiquement, effectivement, ça va être beaucoup des personnes qui sont en général les directeurs de l'engagement. Après, il y a aussi souvent des rattachements au niveau de la direction de la communication. Enfin voilà, je trouve qu'après chaque entité a encore un petit peu pas toujours un rattachement qui est le même, mais c'est vrai qu'on voit, et ça c'est je trouve assez récent, mais parce que déjà les directions de l'engagement sont beaucoup plus récentes, des fondations qui arrivent au sein même de la direction de l'engagement, qui est vraiment intégrée dans cette direction qui vient souvent arriver au COMEX. Donc typiquement, voilà, les personnes qui travaillent sur le mécénat sont très vite en lien, comme on disait juste avant, avec la direction générale. Ouais. Alors, mais justement, c'est le point que je voulais voir avec vous, c'est que effectivement, si on regarde ce graphe, alors il est petit à l'écran, je vais essayer peut-être est-ce que je peux grandir? Voilà, je peux peut-être grossir un tout petit peu, voilà. Pas beaucoup plus, pas. Donc on voit bien effectivement la progression selon vos données, de rapport en rapport, effectivement, le fait que ces projets soient maintenant pilotés par les directions générales, ça c'est très clair, effectivement, il y a une vraie montée. Alors par contre, le pilotage par la communication s'écroule selon votre rapport, puisqu'on passe de 18, on était monté à 20% en 2016 et maintenant on est à 8%. Et puis sur l'engagement, on est stable aux alentours de 7%. Et
on a l'impression, nous, vu de notre fenêtre à nous en tout cas, que les directions de l'engagement prennent beaucoup d'importance ces dernières années et embarquent en fait ces sujets-là aussi. Ce qui est pas tellement ce qui est dit dans dans votre rapport 2022 basé sur des datas qui ont été collectées en 2021 et début 2022. Mais voilà, est-ce que vous voyez ça aussi ou est-ce que c'est une tendance que vous voyez? Oui. En fait, c'est vrai que là, on est sur des données de 2021 et moi, j'entends presque pas de manière quotidienne, mais très fréquemment maintenant des directions de l'engagement qui sont en train de se créer. Donc typiquement, au moment où les personnes ont répondu, ces directions n'étaient pas encore assez formalisées ou alors elles venaient de se formaliser et l'arrivée de la fondation n'était pas encore tout à fait dans le giron parce qu'après, il faut que l'entreprise, elle évolue. Créer une direction de l'engagement, c'est une chose. Après, d'arriver à faire changer les questions de gouvernance d'une fondation qui est établie depuis plusieurs années, c'en est aussi. Enfin voilà, et donc il y a des choses aussi qui évoluent. Ce qui est plutôt aussi intéressant, mais et qui va, c'est que c'est aussi, moi j'ai des exemples où ce sont des DG de fondations d'entreprises qui sont devenus les directeurs ou directrices de l'engagement. Donc en fait, c'est voilà, c'est pas forcément juste un rapprochement ou une intégration dans cette direction, mais c'est vraiment de se dire en fait, c'était ces personnes qui avaient le plus travaillé sur la question de l'incarnation des valeurs de l'entreprise, qui finalement maintenant vont nous aider à aller un cran plus loin sur justement parce qu'on parle d'engagement et que là, on élargit le champ parce que la direction générale veut y aller. Mais c'est certain que pour le coup, c'est très important que, enfin, tout le monde a pris conscience qu'il faut une meilleure coordination de ces actions, d'où le fait que rapprochement avec les directions de l'engagement, mais peut-être qu'on y reviendra après, mais typiquement, quand on parle aussi de mécénat, on parle de mobilisation de collaborateurs aussi, de chaque On va y salarié revenir. et de coûts de service RH. Enfin voilà, donc ça, ça résonne quand même au sein de toute l'entreprise. C'est ça qu'il faut surtout voir. Voilà, alors donc effectivement, je reviens sur un point que Kathleen a évoqué tout à l'heure et je voudrais qu'on creuse un tout petit peu le sujet. On a parlé de RSE, on vient de parler des directions de l'engagement, on a parlé des fondations, donc qui hébergent ces fonds de dotation. Euh, comment tout ça s'articule au sein des entreprises que vous suivez est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation des initiatives, si je puis dire? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Nicolas, vous pouvez peut-être sur ce sujet, ou Vincent, Kathleen, hein. Moi, je peux déjà essayer d'apporter un élément de réponse. Vous savez quoi? Vous trois. On veut vous Pardon? entendre sur ce sujet. En fait, une fondation ou un fonds de dotation, hein, c'est la même chose. Comme l'entreprise, elle a déjà un objet social, enfin un objet statutaire, donc qui est inscrit dans ses statuts. Donc, il fixe déjà la ligne directrice de la structure philanthropique. Ensuite, ça va fonctionner en parallèle ou en articulation avec l'activité de la société, hein. Euh, très souvent, euh, très souvent, il y a une forme de complémentarité, pardon, entre une activité de l'entreprise et l'activité de la fondation, parce que l'entreprise va à un moment donné mettre son savoir-faire au service de son activité philanthropique. Maintenant, on observe aussi des fondations qui ont des objets totalement décorrélés de l'activité de l'entreprise et parfois les choses marchent en parallèle. Après, il y a aussi les sujets de gouvernance qui parfois pour avoir une gouvernance homogène et un fonctionnement quand même efficient, il y a des recoupements entre les gouvernances de l'entreprise et de la structure philanthropique. Mais voilà, il n'y a pas une étanchéité totale entre les deux. Par contre, sur la cannibalisation, là, je pense que le risque est très limité parce que les objets sont pas du tout les mêmes, en fait. Et quand on est sur des fondations d'entreprise, l'objet, il est souvent de distribuer des fonds à des structures qui en ont besoin, plus que d'opérer en direct des activités. Donc voilà, et ça vient en complément des engagements de l'entreprise pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant. Une entreprise, elle peut avoir un savoir-faire, des méthodes internes, externes d'engagement, mais elle ne sait pas tout faire. Et c'est pour ça qu'elle est piochée dans les savoir-faire du secteur associatif, des fondations, fonds de dotation partenaires, etc. Ça vient en complémentarité de ce que peut déjà offrir l'entreprise en termes d'engagement.
Et ça vient amener des compétences nouvelles parce que l'entreprise, elle peut pas ou elle ne sait pas tout faire. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ouais, c'est déjà un début de réponse. Peut-être, Vincent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que c'est vrai qu'autant je parlais plutôt avant de gouvernance, et ça, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions en la matière, mais je vais prendre un peu un autre exemple qui va montrer en fait le fait qu'on est sur une évolution des méthodes de mécénat, c'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui, on va plus uniquement parler de dotation financière, mais même maintenant, on va parler aussi de mécénat extra-financier. Et le mécénat extra-financier, bon, je parlais, il y avait effectivement la question un peu des mobilisation de collaborateurs, mais il y a un point qui, je pense, est encore peu connu, ou en tout cas, c'est un peu une nouvelle tendance, c'est de se dire que, en fait, l'entreprise a des produits ou des services, et c'est récent de se dire, mais tiens, en fait, dans mes actions de mécénat, avec des actions de mécénat qui sont très fléchées, qui sont pas forcément et pas du tout sur le cœur de métier de l'entreprise, donc on n'est pas du tout sur, entre guillemets, une activité en lien avec l'entreprise, mais simplement de se dire, tiens, typiquement, est-ce que des activités que je produis, enfin, en termes de services, c'est pas quelque chose que je pourrais aussi mettre à disposition d'acteurs d'intérêt général. Donc c'est là où en fait on se rend compte qu'il y a quand même en fait une réflexion qui est plus de se dire bah j'ai ma fondation enfin voilà, un petit peu à côté, et c'est quelque chose qui va apporter des fonds de ce fait. Là on parle maintenant, on l'intègre à la direction de l'engagement, on réfléchit à ce que ce soit des dons financiers, des dons en nature, des dons en compétences. Donc, il y a un enrichissement de la palette de collaboration qui peut se faire avec chaque association, qui, je trouve, est d'une plus grande richesse. Et voilà, donc c'est là où il y a vraiment, je trouve, des très belles collaborations qui Oui. peut-être je finis là-dessus, c'est de Ouais. dire qu'en plus, maintenant, il y a une ambition de peut-être d'être un peu moins dans du saupoudrage, mais aussi de se dire, bah, il faut quand même que j'aille sur un tout petit noyau d'associations que je commence à bien connaître ou que je peux soutenir de manière pluriannuelle. C'est ce qui ressort de notre aussi, en fait, du panorama. C'est voilà, il y a un recentrage avec un souhait de soutenir sur plusieurs années des associations que les entreprises soutiennent. Donc, on sent bien qu'il y a une maturité qui est encore plus importante, et c'est très. Rapprocher du business model. Alors, peut-être une question, et peut-être Kathleen peut répondre là-dessus. Moi, je suis, par exemple, je veux lancer une action de mécénat. Story Jungle va lancer une action de mécénat, et je veux accompagner, par exemple, la communication d'une association qu'on a choisie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Parce que là, typiquement, je dois monter un véhicule pour pouvoir rentrer en fait dans l'éligibilité de la loi Aillagon. Enfin, bref. Non, alors peut-être juste pour rebondir sur ce qui s'est dit avant et donner peut-être des repères aux auditeurs, parce que vous parlez de cannibalisation, et enfin, ça va faire le lien, vous allez voir, avec la question que vous m'avez posée, mais Bien sûr. le réflexe, c'est vraiment, je pense, visuellement, on peut se dire qu'il y a deux sphères. Il y a la sphère économique où l'entreprise agit, où on a notamment tout ce qui va être la RSE, la loi PAC, tout ce qui peut être label, comme les labels Bicorp et autres, par exemple. Donc, Ouais. là, on est sur la manière dont agit l'entreprise, mais dans ses activités économiques, donc la sphère économique, et la sphère intérêt général, où on a donc soit nos acteurs, comme des associations, les acteurs de terrain qu'on va financer en régie directe, ou alors on va se servir de notre outil dédié qu'on aura créé. Et ça, c'est vraiment le repère. Et la colonne vertébrale, c'est l'intérêt général, donc encore une fois, au sens fiscal. Et c'est ça qui drive, quelque part, justement, la manière dont on pilote les choses et qui évite la cannibalisation. On interagit, mais on ne cannibalise pas les deux parce qu'on est vraiment dans deux régimes juridiques et fiscaux distincts. Et donc, après, pour répondre à votre question, en fait, justement, là, ça peut se faire en régie directe ou alors via un outil dédié, mais sur une action ponctuelle. C'est un petit peu ce que disait Nicolas, c'est que la mise en place d'un outil, c'est quand même la maturation d'une politique de mécénat. Et donc, pour une action ponctuelle, on n'a pas forcément besoin de créer un outil. Il faut vraiment avoir une vision pour créer cet outil et puis se dire, voilà, quelle mission j'ai envie de porter, quelle cause j'ai envie de soutenir. Et là, on s'adresse à cette cause et on construit un outil de mécénat. Mais donc, après,
peut-être pour en venir justement aussi à l'engagement des collaborateurs. L'engagement des collaborateurs, il peut se faire via finalement deux formes que l'entreprise peut proposer. Il y a le bénévolat de compétences, où là, donc typiquement, on est sur des programmes que peut proposer l'entreprise, où le collaborateur va pouvoir intervenir sur son temps libre, donc hors temps de travail, mais sur des choses que voilà, l'entreprise va être force de proposition, elle va mettre en place des programmes pour que le collaborateur puisse s'engager. Donc ça, c'est le bénévolat de compétences. Et le mécénat de compétences, parce que là, votre action, elle peut se faire finalement de par ces deux biais-là, où là, on propose des choses, mais donc vraiment impulsées et structurées par l'entreprise, où le collaborateur va intervenir sur son temps de travail. Donc, c'est les deux outils, quelque part, pour impliquer les collaborateurs. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler autour de aussi la force de proposition, peuvent être les collaborateurs, sur le soutien des projets, les structures à accompagner. Donc, finalement, c'est tout ça qui fait vivre l'engagement des collaborateurs. Alors, je vous propose de passer en fait à la deuxième partie, parce que le temps passe, et on va parler de l'engagement. Peut-être, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé finalement des typologies d'engagement auxquelles que vous avez pu repérer en fait via votre rapport. Peut-être on va parler aussi de l'engagement des collaborateurs qu'on évoque depuis le début. Ok, ouais. Alors, comme on l'a dit, il y a le mécénat peut se faire alors en régie directe ou par le biais d'une structure dédiée. Ensuite, on va décomposer ça en plusieurs modes d'action. Traditionnellement, le mécénat, on parle de mécénat financier. Donc, c'est identifier des structures éligibles au régime fiscal qu'a évoqué Kathleen, régime fiscal du mécénat, et leur distribuer des fonds. Et là, on voit que cette tendance assez marquée, c'est d'allouer des montants plus importants à un plus petit nombre de structures pour créer une collaboration et un suivi des projets dans la durée. Le montant moyen que vous repérez, que vous Alors, notez dans on votre était rapport, un c'est peu en 30 dessous 000 euros. de 30 000 euros, voilà. Alors, 30 Alors 000 après, il euros. faut pondérer ça parce qu'il y a des très grosses structures qui ont répondu, d'autres qui sont beaucoup plus modestes, mais effectivement, on arrive à ce montant moyen d'un peu moins de 30 000 euros et qui est en augmentation. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le mécénat en nature. Alors, ça va être donner des biens. Aujourd'hui, ce qu'on connaît beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour des dons alimentaires, qui fait couler beaucoup d'encre. Et dans ce don en nature, on va inclure le don de service ou de temps de travail des collaborateurs, mais qui prend une telle ampleur qu'on en fait quasiment aujourd'hui une catégorie à part qu'on appelle le mécénat de compétences. Et puis ensuite, vous avez tous les mécanismes internes à l'entreprise qui sont engager les collaborateurs sur les actions de mécénat de l'entreprise en régie directe ou via la fondation ou le fonds de dotation, peu importe, mais qui vont consister à identifier des projets à soutenir, faire participer les gens à la mise en place, à la co-construction de certains projets, au suivi de certains projets, à arriver à quasiment des projets intrapreneuriaux, selon le terme consacré, je crois. Voilà. Mais la grosse tendance aujourd'hui, c'est le mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est faire don du temps de travail de ses salariés. Et c'est ça qui recueille aujourd'hui un engouement fort et aussi un soutien très très fort de la part des pouvoirs publics. Oui, donc votre rapport, effectivement, note des évolutions significatives depuis, effectivement, 2014-2016, avec effectivement. Alors, 80% des collaborateurs qui sont impliqués en fait dans les actions de mécénat. Petite baisse avec un effet Covid par rapport à 2020, mais on voit bien le mécénat de compétences qui monte effectivement fortement. Si on compare les chiffres avec 2014-2016 que vous mettez dans le rapport. Kathleen, comment ça s'organise, ce mécénat de compétences au sein des entreprises? En fait, encore une fois, on a toujours cette possibilité entre la régie directe ou la création d'un véhicule. Alors, c'est sûr que c'est
quelque part, la dynamique est plus forte et plus construite quand on a l'outil, parce que forcément, l'outil en lui-même incarne, et ces équipes, justement, cette capacité à déployer ce mécénat de compétences, à sélectionner les projets soutenus. Nous, pour parler d'un exemple qui n'est pas soumis au secret de la confidentialité, la Fondation EY aujourd'hui, elle fonctionne essentiellement par le mécénat en compétences de toutes les équipes d'EY at large. Donc, ça permet vraiment de déployer une force et un accompagnement très fort pour les acteurs qu'on soutient. Donc, généralement, voilà, c'est la fondation ou le fonds de dotation qui va finalement incarner, qui va être le pipe d'entrée de cette politique, mais ça peut également se faire via la régie directe, et à ce moment-là, encore une fois, on propose, on construit des programmes d'engagement, on peut organiser aussi des marathons pro bono, ça se fait beaucoup, ça se fait de plus en plus, donc c'est des temps forts finalement où les collaborateurs aussi vont grandir autrement. Enfin, on a des retours très forts, nous, des équipes qui sont très heureux de pouvoir s'investir et s'engager. Donc, on travaille évidemment autour de la marque employeur, évidemment sur la rétention des talents quand on est sur ce sujet de mécénat de compétences. Et voilà, après, juridiquement, on a des mécanismes donc, de valorisation en fonction de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est, comme le disait en fait Nicolas, sur du don finalement de prestations, parce que souvent, en fait, quand on parle de mécénat de compétences, le premier axe, c'est plutôt celui-là. C'est par exemple, nous, celui qu'on utilise à la Fondation EY. Mais il y a aussi la notion, finalement, de mise à disposition de prêt de main-d'œuvre, où, en fait, en fonction de ces deux mécanismes, finalement, de dons, on n'est pas sur des règles de valorisation de ce mécénat de compétences qui sont les mêmes. On a aussi une réglementation qui est un peu plus compliquée sur le prêt de main-d'œuvre, parce qu'on a un système, je dirais, juridique et fiscal qui n'est pas encore tout à fait harmonisé. On attend des choses de la part des pouvoirs publics qui se sont engagés à faire évoluer les choses. Donc, on a un cadre qui est pas forcément encore tout à fait figé là-dessus. Enfin, il l'est, mais pas dans le bon sens, on va dire plutôt. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un outil clé sur le développement du mécénat de l'entreprise. Et vous montriez les chiffres. Voilà, aujourd'hui, 76% des acteurs font appel au mécénat de compétences. C'est l'outil privilégié finalement d'action. Et c'est vrai que finalement, c'est bénéfique à la fois pour l'entreprise mécène, parce que vraiment, c'est, je pense, un terrain d'épanouissement pour les collaborateurs, certains. Et puis, évidemment, pour les structures bénéficiaires, c'est autre chose. C'est accompagner différemment, c'est monter en compétences et cumuler finalement le mécénat justement financier et le mécénat de compétences. Ça permet d'accompagner plus qualitativement les porteurs de projets. Et on va plus loin finalement quand on se sert de la richesse que sont les collaborateurs de l'entreprise. Si je peux ajouter quelque chose, parce que Kathleen est au cœur de l'actu, puisqu'on est en pleine discussion avec le cabinet du ministre du Travail pour lever certaines ambiguïtés, mais surtout du régime juridique, j'entends, mais surtout ajouter que le mécénat de compétences, justement on a commencé sur le fait de dire il y a une idée reçue qui est que seules les grandes entreprises ou les gros groupes peuvent faire du mécénat. Le mécénat de compétences, c'est aussi un moyen pour des entreprises qui sont peut-être plus modestes, qui n'ont pas forcément les moyens de faire du mécénat financier parce qu'elles n'ont pas un budget dédié pour ça et qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources propres pour le faire, de s'engager aussi et d'apporter une aide à des structures d'intérêt général, non pas par le biais d'un don d'argent, mais en mettant à disposition des services ou des compétences à ces structures-là associatives, sans forcément les aider directement sur leur ligne d'action, mais par exemple sur des fonctions transverses ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est aujourd'hui un mécanisme très très fort, et je parle de l'ambiguïté législative parce que elle touche surtout s'il y a des effets de seuil, et elle touche surtout les petites entreprises qui, si elles font l'analyse juridique poussée, peuvent être hésitantes ou frileuses à s'engager là-dessus. Voilà, donc on espère résoudre bientôt cette ambiguïté pour libérer le potentiel du mécénat de compétences, notamment auprès des petites moyennes entreprises.
Vincent, une question à ce sujet, et n'hésitez pas à poser de questions, on va les prendre. Mais, une question à ce sujet, vous discutez de plus en plus avec les RH? C'est une question. Oui, bah, Une affirmation. comme vous avez vu, c'est quand même une tendance de fond, même si on y va encore plus sur ces enjeux de. En fait, c'est là où moi je trouve que c'était très intéressant d'aborder la question du mécénat de compétences pour bien cadrer où on se positionne. Mais c'est vrai que nous, enfin, on fait souvent un petit pas de côté où on élargit notre vocable en parlant de mobilisation de collaborateurs. Parce que le mécénat de compétences, c'est vraiment effectivement un format qui, enfin, comme l'ont très bien expliqué Kathleen et Nicolas, doit rentrer dans un certain formalisme. Et c'est vrai que, en fait, il y a aussi maintenant des enjeux donc RH de vouloir après, eh bien, s'assurer de pouvoir proposer des activités qui sont en lien avec des actions de solidarité, des actions collectives aussi, qui sont pilotées vraiment à destination d'associations, mais aussi à destination d'associations quasiment toujours, mais après sur des formats on partage des compétences, mais on peut aussi faire des défis de collecte. Enfin, voilà, il y a certaines associations qui, sur une journée, mettent un peu dans le hall de l'immeuble moyen d'aller ramener des vêtements ou autre chose, ou des denrées. Mais on peut aussi envisager des courses solidaires. Enfin, c'est là où, en fait, il y a aussi une palette d'actions qui sont un peu en dehors du champ du mécénat de compétences, mais qui vont avoir, on va dire, la même ambition d'être vraiment agir sur des enjeux de solidarité et qui, du coup, répondre aussi à des enjeux au niveau plus interne sur les collaborateurs. Voilà, comment leur proposer des activités qui sont assez variées, de la mission de 1 an auprès d'une association. Enfin là, voilà, où on est en général majoritairement sur du mécénat de compétences, comme effectivement une mobilisation sur une journée de manière à plusieurs. Là, on a maintenant une étendue et une palette d'activités qui s'étoffent et qui, on va dire, répond à différents enjeux de solidarité. Alors, on a Philippot qui nous pose une question. Est-ce qu'un projet de mécénat de compétences peut également être porté par les employés ou doit-il être forcément porté par la direction, les RH? Alors, écoutez, moi, enfin, il n'y a pas de. En tout cas, même, je vais l'illustrer peut-être différemment en disant, nous, des fois, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est les RH, des fois, c'est les gens de la fondation. Enfin, il y a déjà différentes entités au sein même de l'entreprise qui se dit, j'ai envie d'y aller. Par contre, après, notre premier conseil, c'est de dire, il faut mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire que quand on parle mécénat de compétences, eh bien, on parle effectivement d'enjeux juridiques et fiscaux. On parle de contrat de travail, d'enjeux RH. On parle de manager qui va peut-être pas avoir la personne disponible dans son équipe tout le temps. En fait, voilà. Donc, moi, ça me semble, être tout à fait une bonne porte d'entrée que de passer par le comité d'entreprise, au même titre qu'une autre. Mais par contre, notre premier conseil, nous, c'est de toujours se lancer dans une démarche qui est un petit peu à la fois, on va dire, d'expérimentation. Il ne faut pas lancer quelque chose à grande échelle, mais d'aller dans un travail d'expérimentation où on essaye dès le début de mettre un peu tout le monde autour de la table pour s'assurer que derrière, si on veut faire du passage à l'échelle, il y a vraiment, on ait un petit peu levé les freins de différents services. Alors, il nous reste 10 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'avenir et de ce qui arrive, des tendances, mais peut-être d'abord un petit résumé sur quel bilan vous tirez des 10 ans. Parce que vous avez fait 5 panoramas donc en 10 ans. Quelles sont les tendances que vous voyez émerger et qui vont donc construire notre avenir dans les années qui viennent sur ce sujet-là, sur cette thématique? Peut-être Kathleen? Oui, alors sur les grandes tendances, parce que c'est vrai que sur 10 ans, le travail a été riche, mais vraiment dans les grands axes, effectivement, qu'on a pu mettre en exergue, je dirais la professionnalisation, en fait, de manière large des structures. On a pas mal évoqué, effectivement, la professionnalisation dans l'accompagnement des porteurs de projets. Ça, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que voilà, avec l'expérience, les entreprises, leurs fondations ont vraiment ce souhait maintenant d'accompagner de manière pérenne, de manière pluriannuelle,
les porteurs de projets, de soutenir aussi mieux, donc avec des tickets d'entrée qui sont plus élevés. Donc, on constate une augmentation finalement assez régulière. Hein. Donc, peut-être qu'on va financer moins de projets, mais on va donner plus et plus longtemps. Donc, finalement, derrière, l'entreprise, elle a vraiment cette volonté, évidemment, de maximiser l'impact et puis de pouvoir aussi donner plus de visibilité aux acteurs qui sont soutenus pour qu'ils puissent avoir voilà, cette vision aussi budgétaire qui est essentielle, évidemment, pour qu'ils puissent gérer leur évolution de manière plus pérenne et plus sereine. On voit aussi, dans le cadre de cette professionnalisation, vraiment monter en puissance les démarches d'évaluation et de mesure d'impact. Ouais. Donc finalement, on cherche à faire mieux, à aller plus loin. Donc vraiment, dans cette professionnalisation, il y a ce volet mesure d'impact et évaluation qui est assez fort. On a aussi évoqué donc l'engagement des collaborateurs hein, de manière très très claire. Ça aussi, les chiffres sont très forts sur le sujet. On a cette volonté d'impliquer de manière de plus en plus forte les collaborateurs autour de l'action des fonds et fondations. Ça permet évidemment aussi à l'entreprise de se placer dans cette démarche aussi d'attractivité, de fidélisation des talents. Ça, je pense que ce sont des tendances assez fortes qui se dégagent des 10 années écoulées. D'accord, ça juste sur les aspects RH. Peut-être Nicolas, on rentre dans un, je dirais, un monde un petit peu plus incertain. L'inflation, la croissance ne va pas être la même cette année en 2023 que celle de 2022, etc., etc. Est-ce qu'on commence à voir des signes, sinon de fatigue, en tout cas de tassement sur les budgets qui sont alloués au mécénat par les entreprises? Est-ce qu'il y a un repli? Alors, comme on parle de, de fonds ou fondations d'entreprises, effectivement, c'est les budgets mécénat et les budgets de ces structures dépendent en grande partie, quasiment exclusivement, de la santé financière des entreprises. Donc, effectivement, et ça, c'est quelque chose qui ressortait assez fortement. On a demandé aux gens, aux répondants au panel, d'identifier des opportunités ou des menaces. Bah, clairement, le contexte économique, bon, à l'époque où on a posé la question, on était encore en pleine pandémie. Le contexte économique et la pression sur les chiffres dans l'entreprise constituent clairement la première menace identifiée pour la pérennité des actions de mécénat et la pérennité des véhicules philanthropiques. Ça, c'est très clair. On l'a bien vu pendant le Covid, hein, où il y avait une grosse incertitude. Voilà, aujourd'hui, c'est l'inflation qui a pris le relais des éléments anxiogènes, malheureusement. Voilà, en tout cas, les actions philanthropiques et les actions de mécénat sont toujours soumises à ces aléas. On a aussi l'aléa politique, bon, qui peut parfois constituer une menace. Hein, chaque année, on a une loi de finances qui est votée. Bah, potentiellement, c'est à la fois une opportunité en termes d'optimisation du régime fiscal, mais là, c'est difficile d'aller plus loin parce qu'en France, on est quand même le pays le mieux loti en la matière. Par contre, il y a toujours ce risque. Effectivement, Bruno Le Maire a annoncé dimanche dernier une revue des dépenses publiques, de toutes les dépenses publiques. Bon, bah voilà, on va suivre ça de près, bien évidemment, parce que potentiellement, ça aura un impact sur le régime du mécénat. Voilà. Le mécénat est une forme de niche fiscale. On peut le dire. Alors, non, c'est pas une niche fiscale. Là, vous y allez fort. Aïe. C'est un gros mot, Gilles, ça. Oui. C'est un gros mot parce que c'est une idée. Bien. En fait, c'est une idée reçue. Un mot qu'on aime entendre. Oui, non, mais c'est quelque chose. Non, mais vous pouvez le dire. Hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ouais. Autour du mécénat, on associe souvent trucs pour les riches, optimisation et niche fiscale. Alors qu'en fait, si vous regardez, d'accord. Ça, c'est des idées reçues qu'on essaye de gommer. Mais si vous regardez, si vous donnez 100 euros, même si vous en déduisez 60 ou 40, bah, vous avez toujours un reste à charge. Donc, l'idée qu'on passe, c'est que dans le mécénat, il y a toujours une forme d'appauvrissement. Et quand vous, de la même manière, quand vous créez une structure philanthropique, fondation ou fonds de dotation, que vous soyez une entreprise ou un particulier, la dotation que vous apportez, c'est-à-dire le patrimoine que vous apportez à la structure, vous l'apportez de manière irrévocable. C'est-à-dire vous récupérerez jamais la mise, c'est-à-dire la dotation
que vous avez apporté à la structure. Donc en fait, quand on parle de mécénat, on parle toujours d'un acte de générosité avec un appauvrissement à la clé. Oui, ça ne peut pas être de l'optimisation fiscale, je reprends ce que vous dites, Je parce pense qu'il y que a un si coût associé, les c'est pas entreprises le qui veulent sujet. optimiser leur fiscalité, c'est pas par le mécénat qu'elles passent, il y a d'autres moyens pour ça. Vincent, je voudrais qu'on parle des tendances que vous voyez pour 2023, 2024, Bah, ce qui est que vous assez relevez dans le rapport. Oui, oui, pardon. oui, oui, tout à fait. Non, effectivement, je pense que là, c'est un peu déjà de voir toujours ce rapprochement un peu des actions de mécénat avec d'autres activités, d'engagement de l'entreprise, ce qui fait que ça me permet de revenir un peu sur le point de l'environnement. C'est pas il faut pas lire que le mécénat se désintéresse de l'environnement, mais il y a d'autres activités et d'autres départements qui traitent le sujet plutôt sur une entrée parfois business parce que l'impact est plus large. Mais que par contre, c'est vraiment une lame de fond que le champ d'action de la fondation ou des actions de mécénat, maintenant, on vient infuser des activités en lien avec l'environnement. À savoir, voilà, on peut très bien avoir une fondation qui va agir en faveur voilà, les personnes en situation carcérale. Eh bien, maintenant, je vois on nous parle de ces fondations qui disent ah mais là maintenant on fait des vrais ateliers sur la sensibilisation à l'environnement où on revient, enfin voilà, à ramener ces notions d'environnement au sein de la prison parce que enfin voilà, c'est le cœur de métier, c'est cet environnement-là. Mais par contre, à chaque fois maintenant, c'est et où se trouve la question de l'environnement parce que c'est quelque chose qui est transversal et qui doit être traité par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va le voir arriver de plus en plus dans presque j'ai envie de Et, dire, ce serait le conseil aux porteurs de projets. N'oubliez pas la composante environnement si vous voulez qu'une entreprise mécène vous soutienne. Et peut-être, et juste ouais. très rapidement, mais oui, non, parce qu'il nous reste 2 minutes, mais est-ce que l'urgence internationale, on est dans un contexte particulier en ce moment depuis un an autour de l'Ukraine, mais pas seulement, il y a les crises migratoires, etc. Est-ce que ça fait partie, parce que là aussi, c'est des points qui sont assez loin en fait dans la liste des champs prioritaires de l'engagement. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on voit monter? Alors, c'est vrai qu'on va plus avoir sur la Oui, question des crises migratoires. De toute façon, voilà. il faut quand même voir qu'on est sur les actions de mécénat, on est sur des choses, des lames de fond. On n'est pas sur enfin, on peut avoir des actions ponctuelles et des fonds d'urgence. Ce qu'on a étudié dans le cadre du panorama, c'est plutôt les activités qui sont ancrées avec une stratégie long terme. Et de ce fait, quand on parle voilà, de situations de crise énergétique, de guerre et qui vont entraîner beaucoup de migration, c'est certain que maintenant, en plus de l'environnement, il y a beaucoup de programmes qui sont quand même dédiés aussi pour des personnes réfugiées, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise en compte de ces enjeux-là par les entreprises mécènes. Après, il y a aussi des entreprises qui se mettent un peu autour de la table du jour au lendemain parce qu'il y a une crise et elles se disent, bah voilà, il y a eu un tsunami à tel endroit et ça, enfin voilà, c'est aussi des actions qui sont menées. C'est pas forcément celles qu'on a voulu évaluer dans le cadre du panorama, mais oui, enfin voilà, il faut voir que à chaque crise, l'entreprise essaye de trouver sa place pour dire un peu être toujours un acteur de celle à laquelle on croit durable et inclusive. Et enfin voilà, l'entreprise fait sa partie au même avec voilà. Eh bien, Et merci Vincent. Oui. pour rajouter un mot sur l'action Oui. internationale, pardon. C'est que là, on parle des fonds et fondations d'entreprises, mais si vous élargissez à l'ensemble du secteur, fondations, fonds de dotation, la part de l'action internationale sera plus importante. Traditionnellement, ça fait partie des lignes d'action relativement traditionnelles, et à chaque crise, on l'a bien vu avec l'Ukraine, il y a des mobilisations fortes des particuliers, mais aussi des entreprises ou des fondations qui même vont venir parfois sortir de leur objet social pour aider les populations touchées ou les ONG sur place. Voilà, mais en tout cas, il faut peut-être élargir le spectre à l'ensemble du secteur plus que uniquement aux fonds et fondations d'entreprise sur cette question.
Eh bien, merci Kathleen, Nicolas, Vincent. Merci pour cet échange riche. Je pense qu'on a fait un large tour du sujet. Je vous invite tous, en fait, si vous souhaitez en savoir plus, à télécharger en fait le rapport. Je vous ai mis le lien en fait en commentaire au début de ce live, donc vous pouvez remonter. Et je vous dis à très bientôt dans la jungle de Story Jungle. Merci à vous. Bon après-midi. Et on va bien sûr suivre vos différentes actions et vos différents engagements. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.